Monsieur Diakité Kaba, bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer d'éviter d'être rébarbatif par rapport aux réflexions de fond qu'ont fait mes très chers frères et sœurs. Et je vais aussi essayer d'aller droit au but en vous disant que, au-delà même de l'histoire que vous avez contée dans cette pièce de théâtre, on peut apprécier la forme, on peut la trouver pour certains un peu moins fluide par rapport à la volonté qu'on pourra avoir de voir une pièce de théâtre ou un film se dérouler dans notre esprit. Mais comme l'a très bien dit tout à l'heure, je crois que c'est la sœur, une pièce de théâtre n'est pas un film. Donc lorsqu'on imagine, il faut se mettre dans le contexte précis pour être capable d'en goûter les subtilités. Néanmoins, je suis profondément touché. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais y venir. C'est pas une attaque contre la Bible, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à ce que j'attaque qu'ils croient que j'attaque même quand je n'attaque pas. C'est ça qui est fort. Mais à côté de ça, je dois vous avouer que j'ai une profonde appréciation, une profonde affection et une profonde même admiration pour la démarche qui est la vôtre. Vous enseignez aux États-Unis et je ressens profondément dans votre ouvrage l'influence, vous allez me dire si je me trompe, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'afrocentricity, le moléfique était à santé, qui part dans la logique de se réapproprier notre patrimoine civilisationnel commun, africain, parler à partir de notre propre axe de réflexion, de pensée, et non pas être dans une démarche de se perdre dans un univers globalisé qui en réalité ne profite qu'à la suprématie des uns au détriment de la dignité des autres. Et donc la question que je vous pose, après la lecture de cet ouvrage, est la suivante. Est-ce que vous êtes en relation avec les pontes, les grands pontes de ce qu'on peut appeler, d'ailleurs c'est comme ça qu'on les appelle, les Black Studies aux États-Unis, avec les Leonard Jeffries, les Moléfiques étaient à santé et autres, qui ont initié depuis longtemps, peut-être pas dans cette forme-là, il faut le reconnaître, parce qu'ils n'ont jamais été dans cette logique d'innovation de compter des pièces de théâtre qui s'inspirent de la démarche afrocentrique. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on doit vous accorder, on doit vous en remercier. Mais ils ont initié ce courant, en tout cas aux États-Unis, depuis un certain temps, donc de lancer la thématique du retour à soi dans un environnement qui n'est pas forcément le nôtre. Donc, est-ce que vous avez des relations déjà pour commencer avec ces derniers? Je vous remercie pour la question, mais moi, je ne suis pas dans un processus de retour à moi. Je suis déjà moi. Bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est différent de... Oui, mais quand vous écrivez le livre, vous ne l'écrivez pas que pour vous? Non. Je l'écris d'abord parce que j'ai envie de crier. Ça, c'est ma première impulsion. Ensuite, le processus de revenir à soi. Vous avez cité de grands intellectuels des African Studies, Black Studies. Je pense que même si on écrit tous par rapport à l'Afrique, on n'a pas la même démarche, même si elle se ressemble. Je suis profondément africain. Je ne retourne pas à moi-même, je suis déjà moi-même. Eux, par exemple, ils doivent retourner à l'Afrique. Moi, je suis déjà africain. Donc, ces deux démarches... Donc, vous vous dissociez quand même de ce principe qui est... je ne veux pas me... Vous limiter ou vous... Je ne suis pas l'homme des écoles aussi. Je ne veux pas faire partie d'une école ou d'une chapelle. Je n'y pense même pas. Je fonctionne par rapport à moi, africain. Je veux écrire, exprimer, approfondir ma connaissance par rapport à ma culture. Voilà pourquoi, dès le début, j'ai utilisé la fameuse citation de Wynton Marsalis, le musicien de jazz. Et si vous permettez, je vais la lire brièvement, parce qu'elle est très importante. Parmi tous les Africains américains, si je vais choisir Wynton Marsalis, c'est à dessein. Il dit, ce que nous essayons de faire, c'est de valoriser autant que possible la noblesse de nos traditions et non discréditer les traditions des autres. Réellement, nous concentrer sur les nôtres et voir comment nos traditions peuvent être pratiquées et traitées avec le respect approprié, le respect qu'elles méritent. Wynton Marsalis parlait de la tradition du jazz, du blues, du gospel. Donc je me suis senti un peu attiré par cette citation. Parce que comme on l'a dit au début, je ne pense pas que en tant qu'Africain, je dois me définir par rapport à la lutte des Africains américains. J'ai du respect pour Malcolm X, c'est un de mes héros, mais en même temps, on n'a pas la même expérience historique. Moi, mon expérience historique directe,
c'est Soundiata Keïta, c'est Samori Touré, c'est Cheikh Amadou Bamba. Voilà, ça c'est mon expérience, c'est plus organique pour moi. Est-ce que vous voyez? Je comprends très bien, mais sans vous couper, parce qu'en réalité, si vous creusez, vous vous rendrez compte qu'on va dans le même sens. Le but n'est pas de faire un distinguo entre la démarche d'enfants déracinés, il faut le dire, arrachés à leur terre, et de ceux qui sont restés sur le continent. Parce que lorsque l'on creuse, et c'est là où je pense qu'il faut avoir une réflexion de fond et qui va dans le sens de votre ouvrage. Parce que comme je vous le dis, dans ce que j'ai lu, j'ai retrouvé des éléments d'autres personnes qui peuvent être déracinées, mais qui ne donnent pas forcément moins de précision sur la démarche de Soundiata Keïta que la vôtre, qui pourtant être, comme vous vous présentez, un Africain, vous êtes un Africain du sérail. Peut-être pas Soundiata Keïta. Mais ce que je veux dire, c'est, dans la démarche, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on le nie ou qu'on l'accepte, les Africains du continent, les Africains de la diaspora, évidemment, n'ont pas la même expérience. Vous le savez mieux que quiconque. Mais dans le même temps, l'Africain du continent, contrairement à ce qu'il pense, est déraciné depuis très longtemps à domicile. Aliéné. Quand je dis déraciné, je m'explique pourquoi j'emploie le terme déraciné et pas forcément aliéné, qui est un terme qu'on emploie que tout le monde emploie et qu'au final on emploie dans tous les sens, c'est peut-être pas forcément le bon. Déraciné à domicile dans le sens où on était chez nous. Mais mentalement, bien en restant sur notre sol, on nous a enlevé un paradigme, on nous a arraché de notre esprit notre propre paradigme pour nous mettre un autre paradigme. Ce qui fait que la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de l'Afrique véritable, que vous diffusez dans cet ouvrage-là et qui sera d'utilité publique, je le pense, pour beaucoup de gens, est une connaissance qui n'est pas si vulgarisée que ça à bon nombre d'endroits du continent. Et on se retrouve avec une réalité, c'est pour ça que je trouve qu'il est... C'est ça le vrai problème. Voilà, on se retrouve avec une réalité, c'est pour ça que je pense qu'il serait... C'est une erreur, si je puis me permettre, de créer une sorte d'antagonisme, même si ce n'est pas votre démarche, entre le fait que les Afro-Américains n'ont pas la même histoire que nous. Certes, c'est certain. C'est la réalité. C'est clair et net qu'ils n'ont pas la même histoire que nous. C'est un peu comme toi et moi. Exactement. Sauf que je ne suis pas afro-américain, c'est vrai que je suis, je suis afro-descendant de France. Mais exactement. Mais le problème est le suivant, c'est que ce n'est pas toujours, paradoxalement, ceux qui sont nés sur le continent, et c'est là où j'en viens, qui sont même pas simplement plus engagés. De facto, on peut se poser des questions de fond dessus. Mais même sur le terrain de la recherche historiographique, on se rend compte que parfois ce sont ceux qu'on présente comme les plus déracinés. Et là, je ne prêche même pas pour ma chapelle, mais on peut même voir aux États-Unis, d'accord, sur le terrain de la connaissance de soi, sur le terrain de ce qu'on appelle Black History en tant que tel. Il ne s'agit pas d'idolâtrer les Afro-Américains caricaturalement parlant. Mais des gens comme Ivan Van Seltema. Exactement. C'est vrai que j'ai beaucoup plus appris de lui avant d'apprendre de Cheikh Anta Diop, c'est vrai, parce qu'ils ont beaucoup plus publié, peut-être parce qu'ils sont... Ils ont été confrontés, exactement, parce qu'ils ont été confrontés à des problèmes identitaires peut-être plus rapidement, plus violemment que nous. Ce qui les a poussés à se poser des questions de fond. Et c'est pour ça que je dis que votre livre, quand je dis qu'il s'inscrit dans cette démarche, ce n'est pas pour vous dire que vous vous inscrivez dans la logique de ces aînés et que vous avez ces derniers comme modèle. Ce n'est pas la démarche et la logique qu'on essaie d'énoncer, mais simplement, elles convergent, elles ne s'opposent pas. Parce que l'Africain du continent que vous êtes, même si vous êtes aux États-Unis actuellement, est un Africain qui, dans ce XXIe siècle, lui aussi, a des problèmes de connaissances historiques de fond. Mais est-ce que l'Africain même cherche à s'enraciner? Parce qu'on a beau dire faut respecter nos traditions, nos cultures, etc. Mais est-ce que nous-mêmes, on a envie de nous enrichir de notre culture? C'est une bonne question. Parce que c'est bien beau de dire les autres. Après, ça ressemble un peu à de la victimisation. Exactement. Quelque part. Je veux dire que nous, on a une part de responsabilité. Une très grosse. Et nous, parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai des faux cheveux, c'est super beau, c'est super pratique. Est-ce qu'on a envie... même pas sûr que c'est beau. Hein. Non, mais pour moi, en tout cas, elle était maligne parce qu'elle a mis cet élément en avant pour pas qu'on l'attaque là-dessus. Parce qu'il y a le côté pratique. Des fois, on a besoin de nous enrichir de notre culture, de nous référer à notre culture. Mais si on sait qu'on est à l'autre bout de la planète et on a rendez-vous, tac, 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 c'est rapide, est-ce qu'on a le temps de faire des nattes collées? On se dit, bon, le tissage, ça part très vite, on le fait. Donc, il y a aussi ce côté où nous-mêmes, on a... Donc, voilà, je veux dire... Tu apportes de l'eau, sans t'en rendre compte, au moulin à 750%. Non, c'est pas... non, ne dis pas non, c'est juste un temps que je dise ce que je veux dire. C'est dans le sens où, justement, tu le dis, tu es une Africaine, jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas née à Los Angeles. Bien sûr. D'accord, ok. 100%. Voilà, 100%. Et pourtant, tu illustres parfaitement
cette démarche sans manquer de respect quoi que ce soit, parce qu'on est d'accord sur le fond, qui est qu'on peut être né sur le continent et avoir une démarche, pour ne pas répéter le terme aliénation, de déracinement paradigmatique sur ce terrain-là africain en tant que tel. C'est une démarche individuelle, c'est-à-dire que l'enracinement, c'est pas juste, c'est dans tous les domaines. Je veux dire que je peux m'enraciner sur un point et sur l'autre, je choisis autre chose. Donc ce qu'on appelle des fois l'ouverture, la mondialisation, etc. Est-ce que nous, on a une volonté de nous maintenir dans nos traditions ou est-ce qu'on est dans une phase de mondialisation? Il faut s'ouvrir tout en restant intègre. C'est le débat du XXIe siècle. Voilà, c'est savoir si on sera mondialisé ou on sera capable de s'enraciner face à ce danger. On revient à notre auteur. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que disait Kélix là. Ce qu'il a dit, c'est vrai, on converge, ça c'est vrai. Et pour le point concernant l'acculturation des Africains, même sur le continent, c'est un processus très avancé. Bon, je ne voulais pas parler des cheveux, parce que ça, c'est l'attaque la plus... c'est la question que je me suis perpétuellement posée. Et même j'ai lu Cheikh Anta Diop, de même Nation Agriculture, il pose aussi ce problème. Il dit que l'Africaine a toujours eu un problème avec ses cheveux et ça date depuis les... Non, mais moi, je vais quand je vois ça, j'ai réfléchi en capitaliste. Combien d'argent on donne aux autres? Tout à fait. Bon, si on veut réfléchir en capitaliste, combien d'argent on donne aux autres? Parce qu'elle dit c'est joli, moi je ne suis pas convaincu du tout que c'est joli. Pour moi, personnellement, c'est pratique parce que voilà, c'est une question aussi timée parce que des fois on peut changer. Il y en a qui aiment bien changer de tête, j'en fais partie. Aujourd'hui, je fais des nattes collées, demain je fais un tissage. C'est une question de choix. Après, ça ne veut pas dire qu'on est déraciné, donc on est dans une société. Voilà. C'est pas le débat. Non, mais c'était pour donner. C'est pas le débat, je fais une digression, mais c'était juste pour donner un exemple. Parce que c'est un sujet tellement global. Après, on peut être étranger dans son propre pays et déraciné dans son propre pays par rapport à la famille et par rapport à l'éducation qu'on nous a inculquée. Il y a des familles ici au Sénégal, on rend les gens ne parlent pas Wolof ou ils parlent français, une autre langue. Donc ça aussi c'est autre chose. Donc c'est pas que l'Occident, c'est au-delà. Il y a l'Occident, mais aussi c'est nous-mêmes. Tu es conscient qu'on dit ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est-à-dire que quand on parle d'anti-victimisation, je suis à une émission africaine même, on peut le dire, qui est dans cette démarche d'anti-victimisation. C'est-à-dire que là, tu prêches dans la chapelle qui est dans cette logique de la religion. C'est ce qu'on dit tout le temps, l'Occident n'est pas responsable de tous nos malheurs, on le dit chaque semaine. Mais maintenant, il faut revenir sur la réalité qui est que, et c'est ce qu'il dit dans le livre pour revenir à cet ouvrage, qu'à la base on est là pour qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. Et il faut qu'on ait en tout cas une logique de réunir les différents fronts. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette diaspora qui parfois est confrontée à des problèmes qui la poussent à voir certaines réalités plus vite. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont plus brillants, plus intelligents que nous, pas du tout, c'est pas ça. Mais l'Africain 100% aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, n'existe pas. Et on doit, sur le continent, dans la diaspora, et on doit le chercher. Et le problème est d'autant plus pressant que j'enseigne et je vois le système éducatif américain. Et je me rappelle, il y a eu un test. Ils ont classé l'OCDE, je pense, classe les étudiants en mathématiques et dans différentes disciplines. Généralement, les étudiants lycéens américains arrivent au milieu ils sont au milieu de la liste. Parmi les pays développés, je pense que Taïwan et les autres pays sont en tête. Mais quand on pose la question où les jeunes Américains sont premiers, c'est la question sur la confiance en soi. Par rapport aux autres pays, eux, ils ont confiance en eux-mêmes. Donc, à cette question, ils sont premiers sur la liste. Mais dans les autres disciplines, ils sont... Mais ça, cette confiance en soi vient du système éducatif. Et nous, notre système éducatif, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus grave que le retard. Nous enseigne l'histoire des autres. Non seulement ça, à l'ère de l'informatique, ça devient de plus en plus dramatique. Moi, par exemple, j'ai fait mon doctorat en utilisant pratiquement, comment on appelle ça, l'informatique. Je commandais mes livres en France, parce que mon doctorat c'est en français. Je commandais mes livres en France, j'avais accès 24 heures sur 24 à Internet. Mais dans nos pays où Internet est rationné, comment vous voulez que les jeunes de maintenant puissent avoir accès à l'information comme un jeune américain ou un jeune français? Pour
surfer sur Facebook. J'ai un cousin ici qui va à l'université. C'est une lutte permanente parce que ça se coupe, ça revient, ça se coupe, ça revient. Pendant que le jeune occidental, même dans les toilettes, il a Internet. Mais ça change aujourd'hui quand même, sans caricaturer. Aujourd'hui, les gens Facebook sur leur portable, on fait un sondage dans le public, on serait choqués. Ouais, non, mais moi, je parle de vulgariser. D'abord, le débit d'Internet dans nos pays n'est pas voilà. Et donner le véritable débit qu'on nous propose. Ça, c'est un problème. Tout ça, ce sont des problèmes d'accès à l'éducation. Et il faut qu'on résolve ces problèmes de communication avant de pouvoir espérer avoir un système éducatif équilibré et que nos jeunes atteignent les autres. Ils peuvent faire des applications, mais comment on peut faire des applications si on est assis au fin fond d'Abidjan ou de Dakar et je n'ai pas accès à l'information à l'extérieur? En tout cas, nous avons été très très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. On vous remercie de votre patience. Vous êtes resté presque beaucoup d'heures à attendre. Vous avez même reporté votre vol. Je pense que vous avez reposé votre vol pour pouvoir participer à l'émission et c'est qui nous fait très très plaisir. Vous allez juste rester pour terminer l'émission. Je pense que la demoiselle avait déjà commencé à prendre le pouvoir.